Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Legends of Void, vidéo dans laquelle nous allons nous concentrer sur l'explication des règles du jeu. Le but du jeu est d'obtenir le maximum de points de victoire appelé Lumen Rate, et représenté ici sur le tableau de score. Nous commençons à 13 Lumen Rate car le Lumen Rate est également la base de production d'or. Comment gagner des Lumen Rate dans ce jeu? Tout simplement, dans l'histoire, il s'agit de sauver The Outerland des trois séraphes qui sortent du vide. Ces trois séraphes sont représentés ici par les cartes et ont chacun un nombre de PV qui dépend du nombre de joueurs. Ici, donc nous sommes dans une partie solo, ce sera également la même chose dans une partie à deux joueurs. Ils ont chacun 13 PV. Donc lorsqu'on aura tué les trois, on aura globalement chaque blessure apportant un lumen rate, donc ça fait la base de score à pouvoir obtenir. Sachant que la dernière blessure rapporte 2 points, ce qui est rappelé par le symbole de lumen qui se trouve au bout de la piste. Donc ça c'est vraiment la manière de base de faire des points au cours du jeu. Sachant que si on n'arrive pas à tuer les trois séraphes, c'est la seule source de score. Le reste n'est pas regardé. Si en revanche on arrive à tuer les trois séraphes, s'ajoutent des conditions de score en plus, donc qui sont représentées par les trois tuiles qui se trouvent ici. La première, donc la tuile de majorité, donc qui indique la région du plateau dans laquelle le joueur qui aura le maximum de tuiles aura 2 points supplémentaires. Donc je rappelle que cette région est également représentée par l'emplacement où se trouve l'humaine. Si deux joueurs sont à égalité, les points ne sont pas donnés. Ensuite, la tuile qui récompense par un demi-point chaque tuile qu'un joueur possède selon certains critères. Ici, ce sont les tuiles possédées en bordure de carte. Donc là, par exemple, j'ai déjà ma cité de départ qui est en bordure de map, donc j'ai un demi-point. Si on prend le placement du joueur neutre, vu que je suis dans une partie solo, il a 3 tuiles, donc ça fait un point et demi. Et troisième tuile de récompense, c'est donc celle avec les badges. Donc pour chaque badge que j'aurai sous mon contrôle à la fin de la partie, j'aurai un demi-point. Donc que ce soit les cartes que j'ai devant moi, donc bon, actuellement j'en ai pas, ou également donc le Lumen Blessing, la tuile de bénédiction, si j'ai pris celle-ci au dernier tour. Et donc je rappelle, ces points-là ne sont comptés que si on a tué les trois séraphes. D'autres cartes peuvent rapporter des points à la fin de la partie. Celles-ci généralement ont un badge éternel en haut à droite de leur carte. Je n'ai pas d'exemple dans ma main, mais dans ces cas-là, vous aurez également rappelé en bas à droite des cartes le symbole de l'humaine, donc la petite cité volante. Ces cartes-là d'ailleurs sont soit c'est un point strict, soit c'est capé. Généralement, on peut faire max 3 points avec ce genre de carte, sachant que c'est par demi-point aussi. Voilà. Ok, donc ça c'est vraiment les différents moyens de faire des points au cours de la partie. Et donc je rappelle, la partie se termine soit lorsque les trois séraphes ont été tués, soit si l'on est arrivé au bout de la dernière carte événement qui a lieu à la fin du tour. En ce qui concerne donc le game flow, le jeu donc est divisé en un nombre de manches qui correspond donc au nombre de cartes d'événements à tirer. Une manche est découpée correspond à une année et est découpée en 4 saisons. La première saison, le printemps, est une phase de draft où chaque joueur va recevoir 4 Lumen Scroll. Il s'agira de faire un draft classique où on prend une carte et on passe à son voisin. Et ainsi de suite jusqu'à avoir de nouveau 4 cartes. Le sens de draft sera déterminé par le sens indiqué de la flèche sur le dernier événement d'hiver. Enfin événement du vide, donc tir en phase d'hiver, donc là indiqué en haut à gauche. Bon, sachant que là je partie solo, forcément il n'y aura pas de draft. Donc ça c'est pour la phase d'automne. Sachant que chaque carte gardée
par le joueur à l'issue du draft lui coûtera 3 or. Phase d'été, c'est là où se trouve le cœur du jeu. Chaque joueur va faire 2 actions ou une seule action est passée. Et tant que au moins un joueur a des actions à faire, on reste dans cette phase d'été. Quand un joueur passe, il va remettre au centre de la table la tuile de bénédiction qu'il avait prise précédemment et en prend une autre. Déclenchant... Non, les effets sont plus tard. Voilà, donc ça c'est pour la phase d'été. Phase d'automne, qu'est-ce qui se passe? Là on se tourne vers le côté du plateau joueur. Première chose, le cycle du mana se déroule. Le cycle du mana, c'est-à-dire que la matière noire Dark Matter se transforme en Genazi pour un ratio de 2 pour 1. Si un nombre impair de Dark Matter, la matière noire supplémentaire donc, sera défaussée. Et après cette transformation, il y a ensuite le mana en Dark Matter en 1 pour 1, donc pas de perte. Donc le symbole d'automne représenté ici avec la petite feuille orange. Également, à savoir que les ressources de héros ne passent pas l'automne, ce qui est représenté ici par l'icône d'automne qui est barrée. Donc on a tout intérêt à dépenser nos ressources de héros durant la manche en cours. Suite à ça, on déclenche l'effet de la tuile de bénédiction qu'on aurait prise. Donc par exemple, celle-ci, c'est j'aurais ajouté une créature sur un de mes parchemins, et un esprit d'ailleurs sur un de mes parchemins. Je vais venir plus en détail sur les cartes bien entendu, et donc les parchemins, et comment certaines cartes peuvent se retrouver à accueillir des créatures ou des esprits. Donc ça c'est fin de la phase d'automne. Et ensuite, phase d'hiver, on tire la carte du dessus du paquet événement de vide, ce qui va donner lieu donc au début donc pour les petits événements donc à un déplacement d'un séraph, donc c'est le séraph qui bouge et celui qui est encore vivant est représenté par l'icône la plus à gauche. Donc là c'est-à-dire que si le séraph avec l'icône de petite flèche bleue est toujours vivant, donc là forcément au début de partie c'est le cas, c'est lui qui bouge. Et s'il n'est plus là, ça sera c'est la deuxième icône. Donc là ça serait Tiamat. Si Yara c'était mort. Donc le déplacement, on suit ce qui est indiqué sur la carte, et donc là où le séraph se trouvait, on met un portail, et ensuite sur les emplacements suivants, on met un nihil, ce qui est représenté sur la carte. Ensuite, le séraph actif, donc qui a bougé via la carte, nous dit. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est ce qu'on a en bas des cartes séraph. Donc là, par exemple, dans le cas d'Ares, la malédiction, donc en bas à gauche, j'aurais dû, donc en phase d'hiver, chaque joueur doit défausser 2 ressources de héros ou perdre un LR, donc un Luminite, donc descendre de 1 sur cette piste-là. Donc je rappelle qu'il est la base de points à la fin de la partie, et également la base de production d'or en phase de tonne. Si un joueur a les ressources, il peut choisir de perdre plutôt un Luminite que de perdre de ressources d'or. C'est vraiment son choix. La deuxième icône, je reviendrai un peu plus tard. Ok, donc ça c'est la phase d'hiver. Donc les petits événements, donc ce sont de ce type-là. Les événements majeurs, donc il y en a 3 dans un paquet constitué au début de partie. Donc c'est les événements majeurs, eux, soit vont faire plus déplacer le séraph, soit vont avoir un autre effet en plus de la malédiction. Ça peut être 2 fois la malédiction, ou ça peut être par exemple la malédiction et un soin du séraph, voilà, par exemple, ou également par exemple le void rentre en éruption et donc toutes les tuiles, la zone autour du void prend se transforme en île, sauf si protégé par des strongholds. Voilà, pour des exemples. Et l'événement de fin de partie, c'est s'il ne reste plus qu'un seul séraph encore vivant en jeu, lui inflige entre 0 et 3 dégâts qui dépendent de la carte. Bien sûr, la carte à 3 dégâts est en un seul exemplaire, et la carte à 0 est également en un seul exemplaire. Voilà. Donc globalement, c'est 1 ou 2. Voilà pour le gameflow général. Si on rentre un petit peu plus en détail dans le cœur du jeu qui est la phase d'été.
Donc en phase d'été, c'est là où les joueurs vont pouvoir faire deux actions où une action est passée, ou juste passée bien entendu. Quelles sont les actions possibles? Alors, il y a donc des actions standards. Donc je vais commencer par celle-ci parce que ce sont les actions que l'on pourra toujours faire à notre tour du moment qu'on a les ressources correspondantes. Donc première chose donc dépenser 7 or. Dépenser 7 or permet de gagner une ressource de son choix. Donc ça peut vraiment être ce qu'on veut, donc autant les ressources de base donc qui sont l'or, la ressource de héros, le mithril, le mana, la matière noire, dark matter ou Genazi, mais également les ressources qui peuvent être accueillies sur des cartes. Donc j'y reviendrai plus tard, mais globalement les cartes peuvent accueillir, j'ai pas un petit exemple qui traîne, j'ai vraiment rien. Ah si voilà, cette carte là par exemple, donc si c'est symbolisé en bas à droite, peut accueillir des artefacts. J'y reviendrai plus en détail sur la description des cartes, mais globalement, vos cartes peuvent accueillir soit des artefacts, enfin soit rien, soit des artefacts, soit des esprits, soit des créatures. Donc normalement, ce sont d'autres effets de jeu qui permettent d'en mettre sur elles, mais donc voilà, dépenser cette gold peut également servir à ajouter ce type de ressources. Deuxième action standard. Pour cette mithril, vous pouvez construire une forteresse. Quand vous construisez une forteresse, vous gagnez une ressource de héros. Donc les forteresses, hein, c'est ce avec quoi on part également au début, donc c'est ces tuiles-là. Et ressources de héros, donc c'est ce qui va nous permettre de déplacer et de faire des actions avec le héros. Où peut-on construire ces forteresses et à quoi sert-elle? Alors, donc vous avez une petite matrice en bas de la carte du petit reminder. Vous pouvez construire ces forteresses à côté de vos tuiles déjà construites, ou là où se trouve votre héros, donc le H dans hexagone c'est pour un héros, ou là où se trouve un de vos outposts. Donc les outposts, ce sont les petits drapeaux qui se trouvent là, drapeaux que l'on peut positionner sur le plateau du moment que une action de carte ou de héros vous permet de le faire. Ça réserve l'emplacement où se trouve votre héros. Non, ça réserve l'emplacement où se trouve l'outpost pour que seul vous puissiez construire une tuile. Je reviendrai plus en détail bien sûr par la suite. Donc vous pouvez construire une forteresse sous ces deux conditions. Et donc les deux effets que ça a, le premier, donc ce qui est rappelé en bas de la matrice, c'est à la fin de la partie, ça vous rapporte un Lumenrite, donc un point de victoire, si on a tué les trois séraphes. Voilà. Si on n'a pas tué les trois séraphes, ça ne rapporte pas de points. Il n'y a vraiment que notre score ici qui compte à la fin de la partie et qui augmente lorsqu'on laisse les séraphes. Autre effet qui n'est pas indiqué sur la carte, mais qui reste plutôt logique d'un point de vue histoire du jeu, les forteresses sont le seul moyen de protéger les tuiles que l'on va poser ou les tuiles que l'on va retourner des séraphes. C'est-à-dire que les séraphes, quand ils se déplacent, donc ils posent portail là où ils se trouvent, puis des nihils. S'ils doivent passer sur une tuile déjà existante, donc par exemple, admettons que j'ai par exemple une vitae ici, donc vitae qui m'appartient, donc il y aurait un cube bleu dessus, voilà. Voilà, si le séraph passe dessus, cette tuile est détruite. Elle est remplacée parce que, là en l'occurrence, s'il se déplace, on est en tout droit, là il y aurait un portail, et donc il remplacerait la tuile de vitae par un nil. Pour éviter ça, avoir une stronghold adjacente à cette tuile de vitae, donc qu'elle soit à moi ou pas, hein, la stronghold, la tuile de vitae est protégée, et donc en fait le séraph devra donc en fait contourner cet obstacle. Voilà, donc c'est ce qui permet un petit peu de protéger notre empire au fur et à mesure que la partie avance. Voilà. Action standard suivante. Justement, pour cette Genazi, on peut poser une vitae. Donc Genazi, je rappelle, c'est cette ressource-là, donc celle qui se trouve au bout du cycle du mana. Pour cette Genazi, donc, on peut poser une vitae en jeu sous les mêmes critères qu'une ville, pardon, qu'une fortification. Donc à côté d'une de vos tuiles, ou là où se trouve votre héros, ou là où se trouve un de vos outposts. Ça a deux effets. Donc le premier, le bonus, donc soit vous gagnez un esprit, soit vous gagnez une créature. Donc toujours seulement si vous avez une carte pour accueillir créature ou esprit. Et chose qui est la raison pour laquelle on pose une vitae, c'est que ça va, donc l'icône tout en bas de la carte, ça inflige
une blessure à un séraph. Donc blessure c'est le triangle, séraph donc c'est l'œil ouvert un petit peu draconique rose qu'on retrouve en fait au dos des cartes séraph. Donc une blessure au séraph est dans la région où vous allez poser votre vitaille. Donc c'est représenté par les hexagones jointifs qui rappellent une tuile du plateau de jeu de région. Nous allons retrouver le même principe avec les deux dernières actions standards qui sont donc en dépensant 7 matière noire et en dépensant 7 mana. Donc la première pour cette matière noire, nous allons pouvoir scorch un Nil, donc en fait retourner une tuile de Nil en désert, donc tuile de Nil on la voit en dessous de la matière noire, flèche vers le bas, bleu, donc ça veut dire retourner, donc en l'occurrence retourner une tuile de Nil, ça la transforme en désert. Et donc en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On obtient soit un mithril, soit un artefact, donc le mithril on prendrait un cube d'unité de 1 et on placerait dans notre zone de mithril sur notre plateau de jeu. Et si pour un artefact, bah, pareil que comme pour les esprits et les créatures, si on a une carte qui permet d'acquérir des artefacts, donc là par exemple celle-ci, on mettrait un cube sur la carte, sur cette carte-là, pour représenter un artefact de plus sur cette carte. Et donc là, comme c'est un retournement de tuiles, forcément, bah, c'est pas là où se trouve notre héros, parce que notre héros il peut pas aller sur du Nil. Donc en fait, pour retourner un Nil, en plus de dépenser cette matière noire, le critère c'est quoi? Il faut que ça soit à côté d'une de vos tuiles ou à côté de votre héros. Voilà, donc on va voir dans la matrice que les cases cochées ne sont pas au même endroit que pour les vitae et pour les fortifications. Même chose que pour les vitae, c'est vous allez infliger une blessure à un séraph dans la région où vous retournez un Nil. Donc par exemple, si je suis ici, donc je suis bien adjacent d'un Nil et que j'ai mes 7 matières noires, je peux retourner cette tuile là en désert et dans ce cas là je vais faire un dégât à un séraph dans la région et ça tombe bien, il y en a un, c'est Marduk vu qu'il est sur une case qui est entre deux régions. Voilà. Si d'ailleurs il y a deux séraphs dans la région, voilà, dans ce cas de figure, enfin à chaque fois que vous infligez bien sûr un séraph dans la région, vous devez choisir un des séraphes qui se trouve présent. Voilà, vous pouvez pas, vous mettez pas un dégât à tout le monde, hein, vous devez choisir un des séraphes éligibles. Même principe pour la dernière action standard, toujours en dépensant 7 ressources, et donc la 7 mana. 7 mana, donc, excusez-moi, toujours à côté donc d'une de vos tuiles ou à côté de votre héros. Vous faites un dégât dans la région à un séraph qui s'y trouve. Donc un portail, c'est ça. Vous le retournez en sigil. Et vous faites, voilà, je le dis, un dégât à un séraph dans la région. Et vous obtenez une ressource de votre choix. Pour trouver le même logo que lorsque vous faites l'action standard d'acheter cette gold. Voilà, donc ça ce sont les actions standards que vous pouvez toujours faire à votre tour, du moment que vous avez les ressources correspondantes. Qu'avons-nous ensuite? Nous avons ensuite les actions de récolte et plus généralement les actions liées au héros. Alors, votre héros de base, il peut se déplacer. Donc la valeur de déplacement est indiquée en haut à droite de son illustration sur la carte héros. Donc là, le héros que j'ai se déplace pas vite, hein, que d'une case par une case. Ça peut aller jusqu'à 3 hein, pour information. Et donc si je veux déplacer mon héros, c'est très simple, c'est je dépense une ressource de héros pour le déplacer du nombre de cases. C'est un maximum, bon, en l'occurrence 1, là, c'est le minimum et le maximum. Mais si j'avais un déplacement de 3, je pourrais me déplacer que de 1 ou de 2 par exemple, pas forcément de 3. Sur la carte, donc si je me déplace de 1, moi je me déplace, hop, voilà, par exemple de 1, donc d'hexagone en hexagone. À noter que toutes vos tuiles sont magiquement connectées. Donc par exemple, si par la suite, en me déplaçant, donc par un, je le ferai fort pour le moment pas, en tout cas pas au début, j'arrive à arriver sur cette tuile là en me déplaçant. Cette tuile là, donc une vitae posée de facto en fait du fait de cette tuile en installation du jeu en début de partie. Donc si je me déplace sur cette tuile là avec mon héros, j'en prendrai le contrôle et par la suite, donc cette tuile là m'appartenant et mes tuiles que je possède étant magiquement connectées entre elles, pour un déplacement, je pourrais aller directement dans ma stronghold parce que je considère que toutes mes tuiles sont adjacentes les unes aux autres.
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand on a des effets qui nous permettent de retourner ou de poser des tuiles loin de notre position actuelle. Ça nous permet en fait d'avoir un pied à terre et donc une zone un petit peu de TP pour pouvoir plus facilement se déplacer dans la map. Parce que les séraphes se déplaçant, bah faut également qu'on place nos tuiles ou qu'on retourne des tuiles correspondantes vu qu'on fait toujours les dégâts dans la région du séraph, quoi. Voilà. À noter également que les outposts que l'on va pouvoir poser via des actions sur le plateau sont également adjacents à vos tuiles. Ce qui peut être également pratique pour se déplacer par la suite. Donc ça, c'est l'action de déplacement. Donc je rappelle, en dépensant une ressource de héros. Autre chose que vous pouvez faire à votre héros, c'est récolter. Donc récolter, c'est vous dépenser une ressource de héros et vous récoltez ce qu'il y a sur la tuile sur laquelle vous êtes. Enfin, tuile ou emplacement en fait, en fonction de si vous êtes sur le plateau ou sur une tuile. Donc sur le plateau, bah, vous récoltez ce qui est imprimé sur le plateau. Donc là, je récolte un Genazi, là, je récolte un or et donc un mithril. Et forcément, il y a des emplacements qui sont plus intéressants que d'autres. Donc là, par exemple, on a 2 ors, voire même 3 ors ici. Et des fois, il y a des. Voilà, là, par exemple, on a un emplacement où on peut récolter un mana et un or. Donc c'est toujours plus intéressant que quand on n'a qu'un mana ou qu'un or. Voilà, et là, par exemple, on a un Arc Matter et un mithril. Mithril, pardon, un or. Donc, sachant que les tuiles sont recto verso et il y a 8 tuiles en tout, donc forcément ces zones-là peuvent varier. Là, si on regarde un petit peu, on est sur un setup où finalement il n'y a pas beaucoup de mithril. Enfin, en tout cas, voilà, bon, il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est quand même assez isolé. Voilà. Vous pouvez récolter donc sur les tuiles en jeu, donc pas forcément vos tuiles, mais que ce soit à vous ou celles des autres joueurs. Et donc là, par exemple, bah, sur les Vitae, bah, on peut miner du Genazi, sur les portails, on peut miner du mana, sur les déserts, donc les Nils retournés, on pourra miner de la matière noire. Et sur toutes les autres tuiles, donc les strongholds et les tuiles spéciales que se posent certaines cartes, ça sera de gold. Et donc le logo qui est représenté juste en dessous de ça, c'est donc vous minez ce qui est imprimé sur le plateau. La dernière icône vous indique que vous ne pouvez pas miner dans le vide, ni sur un désert, ni sur un portail. Mais c'est logique, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer dans le vide avec votre action de déplacement, vous ne pouvez pas vous déplacer sur un île, et si vous vous déplacez sur un portail, en fait vous ne restez pas sur le portail, vous vous faites avaler par le vide, et dans ce cas-là, vous perdez un LR. Vous allez me dire à quoi ça sert de se déplacer sur un portail et se faire avaler par le vide pour perdre un point de victoire et une production d'or. Tout simplement parce que aussi comme action standard, vous pouvez dépenser une ressource d'héros quand vous êtes dans le vide pour vous mettre à côté de n'importe quel portail en jeu. Donc ça peut. C'est fort, mais de l'autre côté, c'est très coûteux vu que ça vous nécessite de perdre un LR. Donc je rappelle votre base de points et votre base de production d'or à chaque tour. Enfin à chaque tour, à chaque automne. Donc voilà, en tout cas, donc forcément vous pouvez pas miner dessus. J'en profite pour dire qu'on peut être plusieurs héros sur la même case. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc ça c'était pour les actions de déplacement et les actions de récolte. Vous avez ensuite la dernière action possible avec votre héros. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Dernière action, enfin non, avant-dernière action possible avec votre héros. Donc si votre héros est à côté d'un séraph, donc le H dans un hexagone à côté, donc le fight à côté donc d'un hexagone rose, donc avec l'œil qui fume, donc le séraph. Votre héros doit être à côté d'un séraph. Vous pouvez initier un combat. Ceci, vous le faites en dépensant une action une ressource de héros. Donc ça c'est la première icône, dépenser une ressource d'héros pour initier un fight. Lorsque ce n'est pas le bénéfice d'un parchemin ou d'une action de héros. Pour le coup, action de héros, c'est quand vous avez vraiment une action sur votre héros. Donc dans ce cas-là, vous initiez un combat, et donc pour initier un combat, qu'est-ce que vous faites ensuite? C'est vous regardez votre force de combat sur le héros, donc là en l'occurrence 2, et vous regardez ensuite la valeur qui se trouve dans le bouclier du héros, du héros du séraph. Donc là,
je suis à côté de Tiamat, donc je regarde, le Séraph Tiamat dans son bouclier a une valeur de 6. Moi, étant donné que j'ai une valeur de 2, il manque 4. Voilà, parce que supérieur ou égal seulement suffisent. Donc pour arriver à 6, je peux dépenser autant de ressources pour compléter, pour arriver à 6. Donc en gros, 4 ressources pour plus 4 d'attaque, donc pour arriver à 6. Donc 4 ressources d'euros. En faisant ça, il n'y a pas d'icône en plus à côté de bouclier, donc je vais tout simplement faire un dégât à Tiamat. Voilà. Donc elle baisserait de 1, comme je lui fais une blessure, je gagne un LR. Voilà. Donc Tiamat a une valeur assez importante. En revanche, donc je vous ai dit, il n'y a pas d'icône à côté. Parce que si on regarde Marduk, donc 5, donc c'est plus faible, donc il suffit d'avoir que 5 d'attaque. Donc dans mon cas de figure, je n'aurais besoin que de dépenser 3 ressources de héros supplémentaires pour atteindre 5. En revanche, il y a une icône de mana à côté de son bouclier, donc il faudrait que je dépense un mana en plus pour pouvoir percer son bouclier et lui faire un dégât. Ares, lui, a juste 7. Et en fait, quand on y pense, sachant que le Séraph est plutôt orienté justement sur les ressources de héros, donc en fait c'est comme s'il avait 6 de défense et comme ressources à dépenser pour percer son bouclier, une ressource de héros, ça revient même. Voilà, donc ça c'est l'action combattre avec son héros. Dernière action possible, alors vous l'avez pas là, mais en fait vous avez un trop gros reminder de l'autre côté du plateau. Sachant qu'il y en a, c'est bien quelque chose qui existe physiquement dans la boîte, un pour chaque joueur. Donc là, on va zoomer comme ça vous verrez mieux là où je suis. Donc je vous ai expliqué le déplacement avec les tuiles qui sont connectées et les outposts qui sont connectés. Je vous ai expliqué également donc le héros qui ne peut pas aller dans le vide, enfin qui ne peut pas se déplacer dans le vide, donc aller sur là où se trouve un séraph, c'est vrai que je l'ai pas dit, il peut pas aller là où se trouve un séraph, sur un île. Il peut aller dans un portail, mais s'il va dans un portail, il se retrouve avalé par le vide par un LR. Les autres postes, j'y viendrai ensuite. Donc il peut, pour une action de héros, sortir du vide et se déplacer à côté de n'importe quel portail. Voilà, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Donc pour une action de héros, d'initialiser un fight contre un séraph, et ensuite donc je complète en ressources de héros pour atteindre le shield du séraph et en dépensant de la ressource correspondante au séraph. Et voilà, donc dernière action que vous pouvez faire avec votre héros, c'est Size the Secret. Size the Secret, c'est quoi? Ça correspond en fait à percer, enfin à trouver le point faible d'un séraph. Les points faibles du séraph sont spécifiques au séraph, je vais le mettre dans le bon sens là, et correspondent aux cartes qui se trouvent au-dessus d'eux. En fait, si vous avez rempli l'un des deux objectifs qui est représenté, vous pouvez vous mettre à côté du séraph correspondant, donc avec votre héros, dépenser une ressource d'héros, donc c'est toujours une action, et gagner la carte. Et quand vous gagnez la carte, vous gagnez les bonus qui sont inscrits sur la carte, qui sont également rappelés sous forme de picto ici, mais dans tous les cas, vous pouvez à tout moment regarder l'effet de la carte. Je viendrai plus en détail quand j'expliquerai les cartes. Donc en l'occurrence pour Size the Secrets de Tiamat, il faut 3 Vitae, ou parmi les cartes que l'on a, 5 badges comme ceci. Pour Ares, il faut avoir 5 tuiles dans des régions interrégionales, enfin pour des tuiles qui sont sur les lignes en fait qui se trouvent appartenant à 2 tuiles de région, ou 5 badges KO. Et Marduk, il faut 3 sigils, donc 3 portails qu'on a refermés, ou 5 badges mana. A noter que donc voilà, vous vous mettez à côté du séraph correspondant, dépensez une ressource d'héros, vous récupérez la carte, et dans tous les cas, la carte aura comme effet immédiat de faire une blessure au séraph. C'est automatique, et c'est tout le temps à minima cet effet-là quand vous faites cette action. Voilà. Ok, donc ça c'était pour
les actions correspondant au héros. Il reste donc le reste, c'est-à-dire pas grand chose, j'ai déjà expliqué les actions standards. Ce que vous pouvez encore faire à votre tour, c'est jouer une carte, donc un element scroll, faire une action d'un de vos parchemins, ou passer et prendre donc choisir une tuile bénédiction, donc l'human blessing, donc cette tuile là. Vous pouvez également donc défausser, donc brûler, bien sûr brûler pas vraiment, hein, donc retirer de la partie en fait un parchemin de votre main et vous gagnez un gold, un or. Ce n'est pas une action, hein, c'est bien rappelé, c'est donc attention. Donc on va pouvoir désormais regarder plus en détail les cartes. Donc une carte. Pour le coup, donc vu que j'ai pas tous les types de cartes dans la main, il faudra que j'aille en chercher dans la défausse. Ah non, si, en fait, si, c'est pas si mal. C'est pour les créatures esprits, je vais vous montrer. Alors, donc, action, carte de base. Donc, une carte, voilà. Ça, c'est une carte bien basique. En haut à gauche, vous avez le coup en or. Voilà. Donc, cette carte n'a pas d'autre prérequis. Il ne vous coûte rien d'autre que 5 or. Elle a pour seul effet, quand vous la jouez, de augmenter votre production de gold de 2. Donc tous les effets qui sont situés en dessous de l'illustration sont des effets immédiats et qui sont valables quand vous jouez la carte uniquement. C'est à ce moment-là. La carte vous rapporte également une fois joué donc ce badge là et donc ça va vous permettre de déclencher des effets ou atteindre certains prérequis. Autre exemple, cette carte là. Cette carte-là, donc elle coûte 4 gold. En revanche, vous voyez une petite bannière orange avec une ressource de Genazi dedans. C'est-à-dire que cette carte vous nécessite de payer 4 gold et un Genazi en plus pour pouvoir être joué. De l'autre côté, son effet est quand même nettement plus puissant parce qu'elle vous permet de poser une Vitae sur un désert que vous contrôlez. Donc en fait, alors effectivement, donc comme prérequis, ça nécessite d'avoir déjà donc un désert en jeu, donc un désert comme ça, et puis un cube à vous dessus. Donc c'est-à-dire que vous avez pensé cette Dark Matter pour le retourner, ou que vous avez joué une carte qui vous permet d'avoir retourné un île en désert. Et une fois que vous avez ça, ben vous pouvez donc, plutôt que en temps normal, il aurait fallu payer 7 Guinési pour poser une Vitae, et sur un emplacement libre, là cette carte-là vous permet de le mettre sur un emplacement déjà existant, donc sur un désert, et pour nettement moins cher. Pareil, l'effet est en dessous de l'illustration, donc c'est un effet unique. Et à chaque fois, hein, si vous remarquez, ce qui est écrit, c'est juste le résumé de ce qu'il y a en picto. Donc le Spend One Genazi, c'est la bannière orange où il faut dépenser un Genazi en plus lors de l'achat, enfin, lors de la pose de la carte. Et le Bloom Vitae Over Your Desert, c'est mettre une Vitae sur un de vos déserts. Voilà. Encore un autre type de carte, enfin la nouvelle bannière en fait en haut, c'est vous n'avez pas une bannière orange, mais vous avez une bannière bleue. Pour jouer cette carte-là, donc il coûte déjà nettement plus cher, vous voyez 5-4, là c'est 29, sachant que le maximum c'est 41. Là, cette carte vous nécessite d'avoir déjà 2 sigils, c'est-à-dire que parmi les cartes, parmi les tuiles que vous contrôlez, vous avez déjà 2 tuiles comme ça, donc avec votre cube dessus, mais qu'importe où se trouve. Alors, pour jouer à la carte, qu'importe où se trouve, mais pour que la carte soit efficace, bien entendu, hein, il y a quand même des choses, et donc là c'est indiqué en bas de la carte, c'est vous pouvez sceller un portail là où vous avez une forteresse, et ensuite vous pouvez de nouveau sceller un portail là où vous avez une forteresse. Donc ça peut être dans la même région, ou ça peut être dans 2 régions différentes. Du moment que vous avez 2 forteresses dans 2 régions différentes, bien entendu. Voilà. Ou une forteresse située en interrégion, et donc dans ce cas-là, voilà, si vous avez une forteresse ici, vous allez pouvoir sceller ce portail-là et ce portail-là, par exemple. Voilà. Et en scellant ce portail, les 2 portails, donc vous les mettez en sigil. Comme vous faites des sigils, ben, vous déclenchez ce que vous déclencheriez normalement via une action standard en faisant un sigil. Donc là, vous gagneriez une ressource de votre choix et vous feriez un dégât au séraph. Et comme vous le faites 2 fois, ben, ça ferait 2 ressources de votre choix et 2 dégâts à un séraph. Voilà. Pareil, vous avez écrit en toutes lettres ce qui correspond au picto. Notez que là, vous avez 3 badges. Donc plus utile encore pour d'autres choses. Alors, donc vous pouvez avoir le cumul des deux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une carte, ben voilà, j'ai un exemple. Cette carte coûte 2 or, vous coûte un mana et a une condition,
Et là, il faut que votre héros soit dans la même région qu'un héros adverse. Et en fait, quand on regarde le nom de la carte illustration, c'est plutôt, et son effet d'ailleurs, c'est plutôt logique, hein, c'est un drain de vie. Donc vous voulez 2 ressources de héros, un adversaire. C'est plutôt logique que votre héros soit dans la même région que votre héros pour le faire. Voilà. Donc voilà, ça c'est le type de prérequis qu'il peut y avoir. Voilà, bah, là j'ai une autre carte dans la main avec un autre type de prérequis. Ça vous nécessite donc vous retrouvez un badge, donc croix rouge, supprimer un badge d'une carte que vous avez. Donc c'est-à-dire que pour jouer cette carte-là, il faut supprimer une carte que j'ai déjà jouée avec le badge esprit. C'est bien une carte, hein, c'est-à-dire que je peux pas m'amuser à choisir cette tuile et jouer cette carte-là en supprimant la tuile. C'est une tuile, c'est pas un parchemin et on peut pas supprimer les tuiles. Alors en revanche, je l'ai fait très fort parce que d'où le coût de 29 et le fait de supprimer une carte déjà en jeu. Ça vous fermez donc un portail là où se trouve votre héros, enfin dans la région où se trouve votre héros, et en plus vous mettez une Vitae sous votre héros. Euh, Ah ouais, non, excuse-moi, pardon. Non, c'est vous mettez une Vitae à côté d'un portail, et ensuite vous scellez ce portail en allant sur cette Vitae. Enfin, plutôt, vous scellez un portail dans la région où se trouve votre héros, vous mettez une Vitae à côté et vous mettez dessus. Voilà. On s'en revient même. Petite précision, quand vous sacrifiez un parchemin que vous avez déjà en jeu sous votre contrôle, vous ne perdez pas ses bénéfices. C'est-à-dire que si je devais sacrifier un parchemin qui a ce badge-là, donc je pourrais sacrifier cette carte-là, je ne vais pas perdre 2 de production de gold. C'est supprimer une carte que l'on a déjà, vous perdez juste les badges correspondants. Voilà. Il n'y a pas d'autres malus. Après, hein, bien sûr, si c'était une carte avec un daguet esprit, bah en l'occurrence, si je joue cette carte-là dans la partie, si j'arrive à tuer les 3 séraphes, bah, ça me fera perdre un demi-point. Parce que je rappelle que dans cette partie-là, les badges esprit rapportent un demi-point. Si on arrive à tuer les 3 séraphes. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu les 3 types de conditions. Alors vous en avez un troisième, je vais regarder dans le paquet pour en trouver un, mais c'est le plus simple en fait. Search. Hop, hop, non, non. Voilà. Cette carte-là, dans l'autre sens c'est mieux, cette carte-là vous nécessite d'avoir 5 badges mithril. Alors là, voilà, ça fait partie vraiment des très grosses cartes du jeu. C'est voilà, donc déjà un coût proche du maximum qui est de 41. Donc un effet très fort qui va vous permettre de donc retourner 3 Nils en désert n'importe où sur le plateau, donc 3 dégâts des séraphes, hein, généralement on tente de faire là où il y a des séraphes. Et donc bien sûr ça vous coûte 5 badges mithril, donc il faut que vous ayez déjà en jeu parmi les cartes que vous avez jouées 5 badges mithril. C'est aussi à ça que les tuiles de bénédiction peuvent être pratiques, parce que ça vous fait un badge de plus, et donc une carte de moins à poser au moment où vous voulez jouer une carte qui a ce type de restriction. Voilà. Alors aussi pour la petite histoire, pour chaque badge qui existe dans le jeu, il y a une carte qui coûte 5 badges de ce type-là. Enfin qui coûte, donc il y a pour un prérequis d'avoir 5 badges de ce type-là. Voilà, donc il y a vraiment une orientation, enfin une spécialisation possible pour chacun des badges. Voilà, donc ça c'est pour les coûts et les prérequis des cartes. Et ben pour les effets, là pour le coup, vous avez vu à chaque fois des effets uniques quand vous jouez la carte. Vous avez également d'autres types d'effets. Donc par exemple celui-ci. Celui-ci, ben, vous voyez qu'il n'y a pas, d'effet, enfin il n'y a pas d'effet immédiat, donc en dessous de il n'y a rien en dessous de l'illustration, tout est au-dessus, sur un fond un petit peu plus sombre. Donc ça, il y a 2 effets sur cette carte. Il y a un actif, donc représenté par la flèche rose, c'est-à-dire que vous pouvez jouer cette action à votre tour, donc comme une action, et donc dans ce cas-là, ben, vous inclinez votre carte, et vous faites l'action, donc en l'occurrence là c'est vous dépensez 7 créatures, donc sacrifice 7 builder, builder c'est quoi? Bah, c'est les ressources qui vont sur cette carte, ce sont des ressources de créatures, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir poser une ville in the Outerland, donc n'importe où sur le plateau, ce qui est très fort. C'est-à-dire donc comment mettre des ressources donc de type créature sur cette carte-là. Bah, elle a un passif qui dit que à chaque fois que vous jouez un badge
keeper, donc la clé comme ça. Donc à chaque fois que vous allez jouer une carte ou que vous prenez, bon là, ah si elle est là, cette tuile là, bah, on va pouvoir donc mettre donc flèche bleue, ressources, créature sur cette carte là. C'est écrit hein, aussi, mais sinon le picto c'est ça. Donc en gros, cette carte-là s'auto-alimente elle-même pour ensuite poser des forteresses. Mais, donc comme je vous l'ai dit au début de la partie, enfin de la partie durant les actions standards, poser une vitaille en jeu vous permet de gagner un bonus, un esprit ou une créature sur une de vos cartes. Et donc si cette carte, vous l'avez en jeu sous votre contrôle, vous pouvez prendre le bonus de créature et le mettre sur cette carte-là pour accélérer bah, le fait d'avoir des créatures et de pouvoir jouer son action. Voilà. Vous trouverez des cartes qui ont deux actions. Donc pas un passif et une action, mais deux actions. Donc bah faudra faire soit l'une soit l'autre. On ne fait pas les deux. Voilà. Voilà. Et on a d'autres. Donc voilà, là on a une carte où. Alors ça fait partie des gift scrolls, donc ce sont les cartes qui sont gratuites que l'on va jouer au début de la partie. Donc pas de prérequis, juste c'est gratuit, profitez-en. Donc dans ce cas-là, vous avez un effet immédiat et vous avez également un effet qui est une action donc à jouer durant votre tour. Donc là, ça ne nécessite pas de dépenser des ressources qui sont sur cette carte, mais tout simplement un mithril pour gagner 2 matières noires. Donc voilà, vous dépensez un mithril et vous gagnez 2 matières noires, donc vous gagnez 2 cubes ici. Voilà, donc là, il faudrait que je prenne un autre cube. Voilà. C'est les effets que vous pouvez avoir sur des cartes. Vous avez un dernier effet possible qui sont des... Alors, si en fait ça revient à des passifs, mais un petit peu d'un autre genre, donc je vais tenter de vous en chercher un. C'est les trucs qui sont les moins courants dans le paquet, mais je vais quand même vous tenter de vous trouver un exemple. Voilà, ça. Donc c'est ce qui est dans des cadres ivoire. Donc généralement c'est associé comme des malus. Bon, en tout cas voilà, ce sont les quelques passifs qui sont à retenir et importants. Donc c'est pour ça ils sont mis en couleur ivoire sur fond brun. C'est là vous en avez deux. Donc le premier c'est les autres joueurs ne peuvent pas donc manipuler vos artefacts et vos mithrils. Donc ça veut dire que on peut pas vous les voler. Enfin, il y a des cartes, bah, comme par exemple le Drain Life là, que je vous montrais tout à l'heure que j'ai dans ma main de départ. Voilà, là où on a la petite main rouge, donc c'est de la manipulation. Donc voler, c'est marqué entre parenthèses d'ailleurs, sur la carte en bas. Donc là, c'est vous voler 2 ressources de héros. Donc bah, si c'était voler de mithril, si je voulais le faire un joueur qui a cette carte-là, bah, je ne peux pas, parce que cette carte dit que je ne peux pas manipuler c'est son mithril. Voilà. Elle a un contre-coup, c'est que vous ne pouvez plus jouer. Enfin, si, vous pouvez toujours jouer une carte avec un badge KO, mais dans ce cas-là, vous devez sacrifier ce parchemin. Voilà, c'est une rune de protection de type donc loyal. Donc si vous jouez un truc chaotique, voilà, c'est là où j'aime beaucoup le jeu, c'est qu'on retrouve cet aspect un petit peu. Enfin, le thème est quand même finalement pas si plaqué que ça. Il y a quand même des logiques et c'est un petit truc que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc vous avez quelques cartes de ce type-là où vous avez, on va dire, des effets de protection avec un possible contre-coup. Généralement, le coup de pas cher à poser. Voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour des cartes. Et donc c'est là où se trouve le cœur du jeu, hein, en plus avec le héros. Voilà. Donc je rappelle, hein, c'est à votre tour de jeu, vous allez pouvoir jouer une carte, jouer une action d'une carte que vous avez déjà posée, ou faire l'une des actions standards que j'ai déjà présentées, donc les actions dépensant des ressources pour poser ou retourner des tuiles, ou jouer votre héros, donc déplacer votre héros, récolter avec votre héros, initier un combat contre un séraph, ou aller lui donner un petit coup dans le dos en ayant les prérequis d'un de ces d'un de ces critères de secret. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié Si, on va rentrer justement. Donc quand on passe, donc c'est-à-dire que quand j'ai fait toutes mes actions, ou quand je n'ai plus d'action à faire à mon tour, ou lorsque je n'ai plus qu'une seule action à faire, donc la deuxième action sera forcément de passer. Et en faisant ainsi, donc en début de partie, j'ai forcément une tuile, vu que ça c'est la dernière phase du setup. Joueur c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je choisis une tuile.
Donc dans toutes les manches précédentes, suivantes, pardon, au moment où on va passer. Donc je vais ranger cette tuile là et en prendre une autre. Et donc je la retourne pour dire que j'ai passé. Comme ça les autres joueurs voient que j'ai passé. Et à la phase d'automne, après le cycle du mana et après la production, on va retourner la tuile et on va déclencher les effets. Donc en l'occurrence là, je volerai donc 2 gold à quelqu'un. Et c'est là à ce moment-là également qu'on déclenche les éventuels effets qui seraient déclenchés avec un badge KO. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais pas sous les yeux, mais c'est le cas. Toutes les factions, ou presque, pareil pour les héros, ont une action. Donc c'est-à-dire que à votre tour, comme action, vous pouvez choisir de j'incline ma carte et je fais l'action correspondante. Donc là, si on fait un petit exemple, là, je sais pas pourquoi. Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc sur cette carte-là, donc en action, vous pouvez dépenser 2 mana et pour chaque badge créature que j'aurai, parmi les cartes que j'ai, je gagnerai un Genasi. Donc c'est fort, et c'est clairement ça oriente le jeu. Voilà. En plus, voilà, elle a un passif qui dit qu'à chaque fois que je sacrifie une ressource de créature, je gagne, enfin au moins, hein, je gagne maximum donc un Genasi. Donc ça comportera bien avec cette carte-là. Moi, ah si ça en fait ça suffit, je peux. Voilà, c'est bon. Et ici, donc en action, ça dit quoi? Ça dit que je peux jouer un parchemin de ma main pour lequel je peux dépenser du mithril, et pour chaque mithril que je dépense, ça fera moins 3 ors sur le coup de la carte. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas décrit quelque chose sur le plateau joueur, mais qui est un petit peu plus simple, donc je vous ai expliqué le reste. Quand vous jouez une carte, donc Element Scroll, avec un badge mithril, vous pouvez dépenser autant de mithril que vous le souhaitez pour réduire de 3 gold le coût de la carte. Donc là, vous allez me dire, mais ce que je viens de décrire en action héros, c'est la même chose. Presque. L'action du héros, là, c'est n'importe quelle carte, même une qui n'a pas un badge mithril, peut être payée avec du mithril une fois par manche, donc quand j'utilise mon action héros. Voilà, donc en gros, c'est je donne le badge mithril à une carte qui n'en a pas pour la jouer une fois par manche. Et son passif, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je dois rajouter un artefact sur une carte, je peux dépenser un mithril pour rajouter un artefact de plus. Donc là, j'ai envie de dire, j'aurais tout intérêt à jouer cette carte-là, enfin choisir cette carte-là en début de partie dans les Give Scrolls, parce que c'est quelque chose qui accueille des artefacts et qui dépense ensuite ces artefacts pour faire des dégâts aux Séraphes dans la région où se trouvent mes forteresses. Donc voilà, c'est une carte que je prendrai probablement quand j'entamerai ma partie solo dans la prochaine vidéo. Voilà, il me semble que c'est pas mal. Il me reste encore 2-3 petits points. Je ne vous ai pas expliqué les outposts, enfin déjà abordé quelques fois, mais là je pourrais vous faire le topo complet. Et il me restait justement l'histoire des montagnes qui est en lien avec les outposts, donc ça me semble bien. Voilà. Ok, donc les outposts. Les outposts, vous avez des cartes et certaines choses qui vous permettent de poser des outposts. Donc là, dans le setup qu'on a, on a par exemple cette tuile. Cette tuile vous dit, donc en hiver après votre production, vous pouvez placer un outpost n'importe où sur le plateau. Donc ça vous rappelle que vous placez sur une montagne ou pas sur une montagne. Pourquoi cette précision? Parce qu'en fait, les outposts sont le prérequis si vous souhaitez poser une tuile sur une montagne. Sauf contre-indication de la carte qui vous dit spécifiquement de mettre une montagne. Mais si ce n'est pas le cas, si vous posez une tuile par exemple ici, donc c'est-à-dire qu'il faut que je sois non, bah non, c'est ça. C'est si j'ai une tuile là, enfin, pardon, je veux poser une tuile là, j'ai un autre poste donc je peux le faire. Donc je pourrais le faire, hein, même si c'était pas une montagne, mais donc, ça me réserve l'emplacement. Seul moi peut y construire, et donc du moment que j'ai un autre poste, je peux construire une tuile dessus, même si je suis pas à côté, même si j'ai pas de tuile à côté.
Et pour poser une tuile sur une montagne, c'est un prérequis. Je dois avoir un autre poste. Si je n'ai pas d'autre poste, même si je suis ici avec mon héros et que je souhaite poser une tuile de Vitae là ou une Stronghold, je ne peux pas. Il faut que j'ai un autre poste. Voilà. Tandis que si j'étais ici, si je voulais poser une Vitae ou une Stronghold là où je me trouve, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Je rappelle que les autres postes sont connectés à vos tuiles magiquement, donc ça a une case de ça. Si je me déplace pour une ressource de héros, bah, je peux aller là, donc c'est pratique. Et précision, les outposts ne sont pas des tuiles, donc les outposts ne sont pas protégés par les strongholds si un séraph passe. C'est-à-dire que si le séraph doit passer ici, l'outpost est bouffé. Donc en fait, bon, vous inquiétez pas, hein, vous en avez toujours 5, hein, donc enfin 5 si vous les avez pas en jeu, mais voilà, c'est pas retirer la partie. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire, même chose si votre héros est devant un séraph, il va se faire aspirer par le vide. Si le séraph bouge, là, je me fais choper et je vais dans le vide, et qu'est-ce qui se passe? Ben, je perds un LR. Et pour sortir de vide, il faudra que je dépense une action d'héros pour me téléporter à côté de n'importe quel portail. C'est valable que je sois à côté d'une Stronghold ou pas. Si je ne suis pas sur une tuile, si je suis sur une tuile, donc admettons que je sois sur une Vitae à côté de la Stronghold, là, la Stronghold protège la tuile, et donc moi, comme moi je suis sur la tuile protégée, je me fais pas manger, et Tiamat sera obligé de faire le tour. Voilà. D'ailleurs, Tiamat fait le tour en fonction de l'icône hein, à gauche ici qui indique dans quelle flèche on tourne. Voilà, je range ça. Hop, et ça, je peux même pas l'endroit. Ok, je vous expliquais ça. Ok. Vous allez me dire, oui, il me reste quelque chose avec les séraphes que j'ai pas précisé. Les séraphes ne peuvent donc pas aller sur les tuiles qui sont protégées par des forteresses et également ne peuvent pas, en fait, sont bloqués par les tuiles qui posent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas repasser sur un portail, ils sont déjà sur un portail. Pareil pour les Nils. Donc ils peuvent se retrouver coincés, tout bêtement. Donc par exemple, s'il est comme ça, le Tiamat, vous me dites, non, c'est voilà, hop, faut vraiment le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est s'expliquer en détail dans les règles, mais donc bah, de toute façon je suis là pour vous expliquer, donc voilà. Donc là, Tiamat dans cette position-là, si elle doit bouger, donc si sur la carte c'est elle qui doit bouger, donc le camp si c'est ce logo-là qui sort, je dois, en fait à la place elle va vanish. Donc Vanish, c'est quoi? C'est bah, elle mettrait des nids tout autour, c'était pas le cas, mais bon là de toute façon c'est déjà le cas. Et ensuite elle va se retrouver sur la prochaine emplacement interrégional libre à l'extérieur, dans le sens de la carte que je révèle. Donc là à gauche, donc c'est-à-dire qu'elle se retrouverait hop comme ça. Elle ne se déplace pas. Hein. C'est à la place du déplacement, elle se TP comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui assure que ça se déplace toujours. Et il y a aussi un cas de figure quand tout est bloqué. Bon, ça c'est vraiment pour éviter que le jeu soit dans une situation non décrite, mais de toute manière, enfin je vous l'explique pas ici parce que en plus de 30 parties, j'ai jamais eu le cas de figure. Donc voilà, inutile de rallonger la vidéo avec ça. Voilà. Il me semble là pour le coup avoir fait le tour. Alors c'est dense, hein, là si je regarde ça fait presque une heure que je vous parle. Donc oui, hein, clairement le jeu c'est un jeu expert. Donc après voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'icônes, mais une fois passé la première manche, ça roule déjà nettement mieux. Il y a vraiment un séquençage important auquel il va falloir faire attention parce que beaucoup de cartes. Bon là c'est pas trop le cas de ma main de départ, mais beaucoup de cartes ont des prérequis et donc nécessitent de penser à bah, je dois d'abord me déplacer le héros à cet endroit-là, puis d'abord jouer cette carte-là, puis ensuite cette autre. Voilà, donc ça nécessite comme ça d'optimiser vraiment ce qu'on a et tirer le meilleur pour faire le maximum, sachant que voilà, on est limité dans le temps et qu'en plus là en solo, bah, je vais être tout seul pour tous les 3 séraphes, ce qui sera pas une mince affaire. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette vidéo en espérant que ça vous ait plu et que je n'ai pas été trop long ni trop parti dans tous les sens. Voilà, merci à vous, à bientôt.